Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et là on est assez haut là actuellement et dans cette vidéo on va voir les sacs de réanimation dans les ambulances de réanimation. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Donc bonjour à tous, donc je suis à nouveau à la caserne de sapeurs-pompiers de Paris et là je suis en présence de Thibaut. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis infirmier à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Ouais, donc ça fait déjà quelques années. Donc c'est du matériel que tu connais très bien. Et on avait déjà fait une vidéo ensemble, enfin pas ensemble, mais à la brigade sur les ambulances de réanimation. D'ailleurs, je vous mets le lien juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, foncez la voir. Et dans cette vidéo, on parle un petit peu des sacs des ambulances de réanimation. Et là, c'est la vidéo où on va justement dépoiler un petit peu ces sacs et regarder ce qu'il y a dedans. Ok, c'est parti. Donc il y a 3 sacs, c'est ça? C'est ça, on a 3 sacs. Donc on a le sac adulte, ceux-là, qu'on prend sur toutes les interventions. Systématiquement avec le medpack qu'on vous a déjà présenté dans une vidéo. Ouais, et pareil, donc la vidéo, je mets le lien aussi là si vous ne l'avez pas encore vu, foncez voir, c'est un appareil, c'est vraiment génial, donc c'est le medpack. Voilà. Et sur les interventions plus spécifiques, on va emporter en complément de ces deux éléments, soit le sac pédiatrie. Ouais. Donc le sac pédiatrie qu'on va présenter après où il y a des éléments adaptés à la pédiatrie. Les enfants. Et le sac feu qu'on emporte sur toutes les interventions où potentiellement on peut avoir des brûlés sur les incendies par exemple. Bien sûr. Voilà. Ok, bon bah allez, on va prendre le premier sac. Alors le premier sac, le sac adulte. Hop. Voilà, qu'on va venir. Et c'est lourd ça? Alors ça fait une quinzaine de kilos je pense. Ouais, une bonne quinzaine de kilos quand même. Hop. Ok. Voilà. Donc on a 4 espaces, on a les 3 pochettes qu'on voit sur les côtés et la grande pochette ici. Ok. En gros ce qu'il faut penser c'est que le sac il a été pensé de la même façon en simultané qu'avec le medpack. Donc ce qu'on retrouverait dans le medpack, où on peut traiter 80% de l'intervention, on le retrouve un peu moins présent ici pour que les quantités soient équilibrées. Donc on a la première pochette. N'hésite pas à te rapprocher un tout petit peu, parce que là pareil, là pour une fois j'ai un caméraman donc il faut en profiter. La première pochette avec tous les médicaments d'urgence que certains d'entre vous peuvent connaître, donc avec plein de petits volets. On a tous les médicaments d'urgence, on a une première partie avec l'analgésie sédation, une partie cardiologie, pneumologie, une partie avec la suite les anticonvulsivants. Donc à chaque fois tout est bien rangé, et bien classé par catégorie, par type de maladie. Pour que ce soit facile à retrouver pour les médecins, infirmiers, ambulanciers qui vont ouvrir cette pochette. Et j'imagine que vous connaissez par cœur le contenu de... C'est la première chose. Ouais, c'est ça. Quand on est infirmier à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, quand on est dans sa formation initiale, la première chose qu'on a à apprendre, c'est apprendre par cœur tout ce qu'il y a dans le camion. Le principe, c'est qu'on ne soit pas en train de chercher justement, je sais plus où est telle ampoule, tel truc, on sait où est chaque chose. Par cœur. Voilà. D'autres, toutes sortes de médicaments pour répondre à tout type d'intervention. Et ça, ces sacs-là, ils sont vérifiés, j'imagine aussi, tous les jours? Tous les matins, à la vérification quotidienne par l'équipage. Que le matériel est bon, qu'il manque rien, que les péremptions sont bonnes. Exactement, la présence, que tout est en bonne état, pas ouvert et effectivement les péremptions. Tout à fait. Ok, et alors du coup les autres pochettes, donc ça c'est la première médicament. Première pochette médicament. Ouais. Ensuite on a par exemple cette deuxième pochette bleue qui est la pochette intubation, qui va permettre d'intuber un malade de type adulte. Ouais. Donc on a les appareils de laryngos, les lames de laryngoscope, voilà, les lames. On a des lunettes, voilà, pour se protéger. On n'y pense pas toujours, c'est vrai que même moi, des fois, c'est pour vu qu'on est proche en fait du patient, c'est pour pouvoir directement éviter les projections au niveau ORL, au niveau des yeux. Un fixateur pour fixer la sonde d'intubation auprès de la bouche du patient une fois qu'il est intubé. Nous, on a le même nous exactement dans les bouches. Ça c'est vraiment génial, ça permet de fixer la sonde et que lorsque la sonde elle est en place sur le patient, d'éviter qu'elle se bouge et limiter les risques d'extubation parce que ça c'est catastrophique. Hein. Enfin, lorsque le patient s'extube, le tuyau se relève. Donc ça c'est vraiment génial. Voilà, on a différents types de sondes en fonction de la taille et de la morphologie des personnes. Donc ça va de la taille 6,5 à la taille 8 chez adulte. C'est ça, parce qu'il y a différents types de taille de sonde d'intubation en fonction de la corpulence des gens. On adapte en fait à chaque fois pour l'intubation. Voilà, et puis après dans cette partie, un champ stérile pour votre travail impropre, un mandrin d'intubation souple. Voilà. Qui vient, on vous a peut-être présenté dans une autre vidéo le mandrin Deichmann. C'est ça, on a vu le mandrin Deichmann qui est plus rigide, qui est beaucoup plus grand. Et celui-là, il est semi-souple, on va dire, il est un peu plus malléable. Ça permet d'optimiser l'intubation. Ça aussi, ça m'a déjà sauvé la vie plusieurs fois en intervention. Donc voilà pour cette pochette intubation. On a ensuite une troisième pochette, c'est la pochette ventilation. On va avoir dedans tout ce qui est sonde d'aspiration, tout ce qui vient en complément aussi pour une intubation qui se complique, ce qu'on appelle l'intubation difficile, qui a peut-être dû t'arriver toi en intervention.
Oui. Donc les appareils, tout ce qui peut être complémentaire pour réaliser l'intubation difficile, le bistouri, un manche long qui permet de mieux s'adapter pour l'intubation, des sondes plus spécifiques et on a la partie aspiration aussi. Des sondes d'aspiration pour pouvoir aspirer le malade. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai que lorsqu'on intube en pré-hospitalier, donc pas quand vous êtes par exemple intubé au bloc opératoire, on est toujours dans des conditions presque d'intubation difficile, parce que quand vous êtes intubé au bloc opératoire, vous êtes normalement à jeun, vous avez une consultation d'anesthésie, vous êtes stable, vous êtes sur une planche avec une lumière derrière, donc tout est fait dans les conditions optimales. En pré-hospitalier, ça peut être des fois difficile, les gens sont malheureusement pas toujours à jeun, et en effet, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sondes d'aspiration, le risque c'est d'aller vomir et qu'il y ait du sang ou du vomi qui passe dans les poumons. Donc c'est toujours très très pratique. Hein. Sachant que ces sondes sont également déjà présentes dans notre aspirateur à mucosité qu'on importe sur les interventions de ce type. Ok, et la dernière petite pochette, ça c'est médicaments aussi Alors ça c'est une pochette où on va avoir tout le matériel pour l'infirmier pour préparer les médicaments. Donc on va avoir des kits pousse-seringues. Les pousse-seringues électriques, c'est des appareils électriques qui permettent d'administrer un médicament à un débit continu. On a d'autres solutés de remplissage. Oui. Voilà, et tout ce qu'il faut en seringue, aiguille pour préparer les médicaments qu'on a à préparer en complément de ce qu'il y avait déjà. C'est en renfort du pack. Exactement. Et ça permet par exemple. Ou sur une situation catastrophique. Exactement. Où il y a besoin d'être à plusieurs. Par exemple, l'infirmier est sur un premier malade, un premier patient, et ça va permettre à l'ambulancier et le médecin de travailler en binôme à côté pour mettre d'autres médicaments. Exactement. Toujours très pratique. Hein. Et on a une quatrième pochette qui là est un peu plus différente puisque dedans on va retrouver un échographe. Un échographe, alors ça c'est génial, ok, cool. Alors hop, avec ces deux sondes, en fonction de là où on veut réaliser l'examen d'imagerie. Ça quand c'est plus petit, ça c'est plus pour le cœur normalement. Exactement. Et ça c'est plus pour les vaisseaux en fait. Voilà, ok, très bien. Donc c'est un appareil qui se présente sous la forme d'une tablette et le médecin va réaliser un examen. C'est un examen complémentaire du reste de l'examen clinique et du bilan. Et ça va permettre de débrouiller un peu, parce que ce n'est pas forcément la qualité qu'on peut avoir à l'hôpital d'un appareil. Mais ça peut aider. Ça peut aider sur certains diagnostics, soit le confirmer ou l'infirmer. Ok, avec le gel d'échographie, c'est vraiment pratique. Ah bah ça c'est génial. Et ça c'est dans toutes les AR. Dans toutes les ambulanciations, on a exactement le même matériel. C'est ce qu'on appelle, on a une nomenclature. Et la nomenclature est commune aux 9 ambulancions. 9 ambulances de réanimation de la brigade. Ok, bon bah super. Donc voilà pour les pochettes qu'on a vues. Et là sur le côté. Et tout ce qu'on retrouve un peu sur le côté, c'est tout ce qu'on a besoin de se servir. Je suis curieux, du coup je regarde. Bah oui, tout ce qu'on a besoin de se servir rapidement. Et donc par exemple un brassard pour s'adapter sur le moniteur de surveillance pour des personnes de plus grosse corpulence. Oui. Le marteau réflexe pour le médecin pour tester les réflexes. Voilà, on retrouve également un sachet de défibrillation supplémentaire au cas où celui qu'on a utilisé ne fonctionne pas ou il en a besoin d'un deuxième. La petite lampe à pupille. C'est une lampe, oui ok, voilà, super. Pour tester les réflexes pupillaires. Voilà. Okay. Ça c'est vraiment la pochette complémentaire pour réaliser les examens sur intervention. Ok, et sur le côté là il reste quoi? Ici, là c'est la partie les aérosols. Exactement, les aérosols, donc, qui permettent d'administrer à un patient qui présente une détresse respiratoire des médicaments pour l'aider à s'améliorer. Ouais, ok. Et dans ta main droite, tu tiens le masque haute concentration. Et là le masque, voilà, du coup avec le... On peut l'ouvrir là du coup, mais un masque à haute concentration. Ok. On retrouve aussi dans les engins de nos camarades sapeurs-pompiers secouristes. Ouais. Dans le filet ici, on va avoir des solutés, différents types en fonction de la pathologie. Oui. Donc avec la tubulure pour pouvoir les administrer, donc que ce soit du chlorure de sodium ou de l'isofondine. Et ici, on retrouve des moyens de contrôle des hémorragies et un médicament Patrox, voilà, qui c'est génial. C'est vraiment un médicament qui permet de soulager les malades qui ont un traumatisme récemment en attendant de les perfuser ou parfois on n'a pas besoin de les perfuser tellement c'est efficace. Ouais. Ok, et sur le dessus, là... Et bien pareil, le matériel d'examen complémentaire, donc on va retrouver l'hémoQ, donc l'appareil qui permet de mesurer l'hémoglobine. Voilà, donc ça permet avec une goutte de sang d'avoir très vite une estimation du taux d'hémoglobine. Et ça, sur un patient qui est polytraumatisé, ça peut être très utile parce que ça permet d'évaluer une estimation assez rapide de la gravité, même si c'est évolutif, mais c'est plutôt assez fiable. Et collé dans le revers, on a un appareil à lactate. Lactate? Oui. Ok, d'accord. Okay. Donc qui permet, pareil, en 10 secondes d'avoir un résultat de la lactatémie dans le sang. Donc ça, c'est un marqueur de souffrance qui, pareil, sur les traumatismes peut être aussi augmenté ou dans d'autres situations. On trouve également un thermomètre, de quoi réaliser l'hémoQ qu'on a parlé ici. Et ici, on a un petit appareil complémentaire qui s'appelle le capnographe, qui permet de mesurer le CO expiré, donc qui vient en complément de notre appareil de surveillance, notre moniteur défibrillateur,
Et c'est un appareil en cas de dépannage au cas où celui-là tombe en panne. D'accord. Voilà. Ok, donc le capnographe, notamment, c'est pour mesurer le taux de CO2 dans les poumons. Et ça permet notamment chez les patients qui sont intubés de vérifier que l'intubation est déjà au bon endroit et puis que les paramètres sont bons. Ah bah c'est vraiment très très complet. Et puis là, du coup, il y a toujours des gants, des masques. Voilà, des gants, ce qu'on utilise. Des gants, on en a toujours besoin. Ça, c'est vraiment le... Voilà. Ok. Et on retrouve la dernière pochette. La petite spécificité que vous avez aussi sur le sac là, mais qu'on a un peu sur tous les sacs. Oui, on va pouvoir le montrer. Donc ça, c'est un détecteur CO. Donc au monoxyde de carbone, tous les engins de la brigade de sauvetage de Paris, il y a un détecteur CO, ça permet de, quand on rentre dans une pièce, etc., si jamais il y a une intoxication au monoxyde de carbone, qui est un gaz très dangereux, qui est inodore, incolore, on ne peut pas se rendre compte qu'on est en train de s'intoxiquer, et ben on a l'appareil qui va sonner instantanément et avertir le chef d'agent et le reste de l'équipage. Des fois, ça vous arrive d'intervenir chez des gens qui sont inconscients à domicile, par exemple, et puis on ne sait pas pourquoi ils sont inconscients, et si l'appareil se met à biper, bah voilà, on a peut-être le diagnostic ou l'orientation, et on fait attention. Et de l'autre côté, il y a d'autres matériels encore. Voilà, ça c'est la dernière pochette, donc c'est la partie intra-osseuse. Oui, la voie intra-osseuse, ça c'est génial aussi. Donc avec l'appareil intra-osseux, donc qui se prend comme ça, ça ressemble un peu à une perceuse, ça va permettre, on va venir adapter une aiguille et on l'utilise dans deux cas précis. On a du mal à perfuser les patients, qu'on a besoin d'administrer des médicaments urgemment. La perfusion intra-osseuse, ça peut nous permettre, c'est un geste facile, on vient en fait placer un cathéter dans l'os et injecter des médicaments par l'os et il y a le temps de réponse au cœur qui est identique. La voie intra-osseuse, le DIO, c'est un appareil aussi qui est vraiment génial, qui nous aide vraiment sur des situations très complexes. Je pense que je ferai une vidéo aussi dessus et comme tu l'as dit très justement, ça permet de faire passer des médicaments rapidement et efficacement parce que oui, ça ne diffuse pas que dans les veines, on peut aussi passer des médicaments directement dans l'os. Ok, on regarde un petit peu les autres sacs. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc par contre on va se mettre devant la caserne parce que vous voyez qu'il y a un tout petit peu de bruit parce que voilà, on est vraiment à la caserne, il y a des manœuvres en cours, donc on va aller continuer avec les autres sacs mais on va se mettre devant. Eh ben, je te suis Thibaut. Allez, on y va. Donc là il reste le sac feu et le sac pédiatrique. On va prendre les deux sacs. Ils sont lourds aussi. Ouais, alors plus léger pour les deux quand même, parce qu'on a forcément un peu moins de matériel. Donc le sac pédiatrique, comme si tu partais en intervention avec nous. Ouais. Voilà. Et le sac feu, c'est parti. Voilà. Là, je redonne au caméraman. Alors, donc ça, c'est le sac feu, c'est ça? C'est ça, le sac feu qu'on emporte sur toute intervention. On sait qu'on va partir sur un incendie ou des brûlés. Ouais. Donc en fait, dedans, on va avoir du matériel spécifique à la prise en charge des brûlés. Ouais. Donc d'abord, pour identifier et caractériser un peu les intoxications, on a un premier appareil qui s'appelle le CO tester. Donc c'est un appareil qui nous permet de mesurer le CO expiré, donc le monoxyde de carbone expiré dans l'air au souffle des gens. Donc on l'utilise à la fois pour des gens qui sont victimes d'incendie, d'intoxication au monoxyde de carbone, mais aussi pour le suivi sanitaire de nos pompiers, ce qu'on appelle nous le suivi sanitaire opérationnel. On vient soutenir nos pompiers qui sont en opération pour vérifier qu'ils vont bien après un engagement sur incendie. Donc c'est un dispositif tout simple. Il faut savoir que ça monte systématiquement chez les gens qui fument aussi. Exactement. Et le truc, à chaque fois que moi j'interviens sur des incendies, en tant que médecin en plus, il y a les gens qui sont stressés, tout le monde est dehors et tout le monde fume. Et du coup, ça fait obligatoirement monter. En fait, voilà, ça se met comme ça et les gens soufflent dedans et on arrive à avoir un chiffre. Une valeur immédiate. Exactement. Estimée. Ouais. Donc c'est le CO tester. C'est ça. Ok, dans le sac, qu'est-ce que tu as d'autre du coup? Dans le sac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des masques à oxygène pour administrer de l'oxygène donc aux gens intoxiqués. Donc en rose le modèle pédiatrique et en bleu le modèle adulte, qu'on avait aussi dans le sac tout à l'heure, le sac adulte. On a un appareil qui vient en complément du CO tester qui s'appelle le RAD57 qui va nous permettre en fait exactement qu'un appareil de saturation, c'est le même principe, qui va nous permettre de mesurer ce qu'on appelle la carboxyhémoglobine, donc parce que le monoxyde de carbone sur l'hémoglobine il prend la place de l'oxygène. C'est ça qui fait que ça fait des intoxications pour les patients et donc c'est un appareil qui va mesurer ça en instantané juste en mettant le bout du doigt dans la pince. D'accord, ok. Bah ça c'est vrai que c'est un appareil que je connais pas du tout parce que nous on l'utilise pas. On a également sur les côtés, tu as la même pochette de ton côté, les solutés spécifiques au remplissage pour les brûlures. Oui. Ringère lactate. Ringère lactate, voilà. Donc là vous en avez 4, c'est ça? C'est ça, il y a 2 litres. 4 parce que forcément dans ces pathologies-là, on administre des volumes plus importants. Oui, tout à fait. Ok, oui parce que les grands brûlés, il y a aussi des problèmes de déshydratation. Donc il faut remplir, réhydrater. Et si on ouvre la pochette principale du sac, hop, je te remercie. Donc on voit plusieurs petites... Là on a des pansements spéciaux pour les brûlés. On a ici ce qu'on appelle des masques brûle-stop qui administrent un gel qui soulage
la brûlure. Alors là, on va pas les ouvrir, mais donc on a différentes tailles. On a la taille. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, ça soulage bien les gens. Donc on a le masque facial, les petits pansements de 10 sur 10 et les pansements plus gros de 20 sur 20. On va avoir également ce qu'on appelle le Senyoki. C'est l'antidote des fumées d'incendie pour les patients. Hydroxocobalamine. Hydroxocobalamine, exactement. Donc c'est un médicament qui est un peu long à préparer, un peu spécifique et qui a la particularité de colorer les téguments en rose. On va avoir également des bandes de quoi faire les pansements, etc. spécifiques aux brûlures. Voilà. Ok, bah merci pour le sac là. Et donc le sac pédiatrique, c'est ça? C'est ça. Alors. Et le dernier sac, donc le sac pédiatrique, qui est assez gros aussi hein, quand même. Voilà, mais un petit peu plus léger que le sac adulte. Ouais, il est plus léger. Et qu'on emporte sur toutes les interventions à caractère pédiatrique, donc en plus du sac adulte, et aussi sur, on en parlait juste avant, les incendies, parce que sur les incendies, on peut avoir des victimes pédiatriques. Oui. En fait, ce sac, la spécificité, en fait, c'est qu'il a exactement le même type de dispositifs médicaux que dans le sac adulte, mais adapté à la pédiatrie. Ok, voilà. Oui, avec des tailles plus petites. C'est ça. On va pas retrouver de médicaments à l'intérieur, parce que les médicaments, ils sont que dans le sac adulte. On ferait des dilutions particulières et forcément beaucoup moins importantes. Oui. Mais on a tous les dispositifs, mais en taille plus petite. Donc par exemple, la pochette intubation, on retrouve exactement le même type de matériel qu'on a présenté juste avant. Avec des lames plus petites, des sondes plus petites. Exactement. Tout à l'heure, on était sur les sondes de 6,5 à 8 et là, on est sur des sondes de 2,5 à 6. Oh la vache, c'est vachement bien rangé. Ouais. Là, au moins, on s'y retrouve tout de suite. C'est beaucoup plus simple. Ok, et c'est vrai que chez les enfants, on a toujours du mal, vu qu'on ne pratique pas toujours non plus, mais d'avoir les tailles, Est-ce que vous avez des plaquettes qui, en fonction des âges, en fait, qui permettent d'avoir les dosages On a plein de petits mémos ici. Est-ce que c'est pas la même chose un enfant de 2 ans qu'un enfant de 5 ans ou qu'un enfant de 10 ans, qu'on se souvient pas obligatoirement tout de tête? Exactement. Alors que chez l'adulte, c'est plus facile. Et il y a des plaquettes. Voilà, on a des aides cognitives ici dans le filet et le médecin dans sa plaquette qui l'emporte sur l'intervention, on a des aides cognitives de pédiatrie qui permettent à la fois d'indiquer les constantes pédiatriques, donc la ventilation, le pouls, la tension liée à l'âge, également des aides cognitives sur la posologie, donc la quantité de médicaments qu'on administre en fonction de l'âge et du poids. Ok, merci vraiment Thibaut, c'était vraiment super. Merci beaucoup pour l'accueil. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut et merci.